Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Les décrets de Paul Biya portant aménagement gouvernemental rendus publics le 4 janvier dernier ont conduit à deux grands constats. Malgré les scandales et les objectifs non atteints dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ou lors de la dernière présidentielle, Ferdinand Ngongo, Jacques Famendongo, Laurent Esso et Pierre-Ismaël Bidungpat ont été maintenus, voire promus. 2. Le gouvernement John Gouté, comme les précédents, obéit à les règles non écrites mais scrupuleusement respectées. L'une d'elles reste la représentativité des grands groupes ethniques dans l'appareil de l'État. Ce que l'on nomme équilibre régional commande que toutes les communautés socio-culturelles du pays soient représentées dans chaque gouvernement, même comme on le trouve à redire pour ce qui est de la région du Septentrion, pour le Grand Septentrion. Dans l'un ou l'autre des cas, dans l'esprit des Camerounais, Paul Biya n'a pas sanctionné ceux qui ont échoué et qui sont même à l'origine des scandales. D'où le sentiment de déception qui se dégage. Gouvernement du 4 janvier, un goût d'inachevé. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Gouvernement du 4 janvier, un goût d'inachevé. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Albert Natola ici. Bonsoir. Bonsoir, c'est Alain Antou, je salue mes co-panélistes. Je salue aussi vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Voilà, vous êtes journaliste, c'est bien cela? Tout à fait. Sur ce plateau également, Jonathan Batinguene. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonsoir aux companélistes. Voilà, vous êtes sociologue. Effectivement. Et en face de vous, Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux companélistes, bonsoir à tout le Cameroun. Voilà, vous êtes militant convaincu du RDPC. Oui, président du bureau de la section OJ-2. C'est bien de dire convaincu et convaincant. Oui, ok. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et pour terminer avec lui, c'est Fotin Zojou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, je commence avec vous, Fotin. Dans ce gouvernement, j'ai dit, il y a 4 noms qui reviennent. On a même dit que ces maintiens inquiètent. Il y a Ferdinand Ngongo et les marchés de gré à gré, la CAN, l'organisation. La CAN qui a été retirée. Et il y a Jacques Famendongo, l'opération d'achat de 500 000 ordinateurs pour les étudiants, donc présidentiels. Ce qui inquiète, c'est que malgré tous ces scandales, entre guillemets, qui ont entouré, il y a eu promotion. Oui, je pense que chaque citoyen sérieux devrait se poser la question de savoir si c'est exactement le chef d'État qui approuve ce gouvernement dit formé par le Premier ministre. Parce que c'est quand même curieux de savoir que nous venons de sortir d'un scandale qui nous a d'ailleurs humilié, celui du retrait de la Coupe d'Afrique des Nations, et que les personnes en fait qui étaient acteurs de ce scandale-là continuent quand même de rester au gouvernement malgré les cris du peuple et tout ce que la classe politique a exprimé. On se serait attendu voir quand même un gouvernement d'abord qui sanctionne par le retrait de ces personnes-là de l'équipe qui dirige le Cameroun actuellement. Mais on voit les responsables des marchés de gré à gré dont on ne peut expliquer, les personnes qui nous ont conduits à ce scandale-là, avec des marchés surfacturés, des sacs de ciment, des camions de sable et des marchés fictifs même. D'ailleurs, ils sont encore au gouvernement. Alors moi, je me dis, est-ce que c'est le chef de l'État lui-même qui approuve ce gouvernement, ou du moins, est-ce qu'il est au courant que le retrait de la CAN fait quand même suite à un retard dû peut-être
à la corruption qui a gangréné, à cette mafia-là qui a essayé de gangréner l'organisation de la CAN, ainsi que les marchés qui devraient d'ailleurs être livrés, et que même au moment du retrait, on nous promettait les stades qui devaient être livrés en fin du mois de décembre pour assurer que le retrait était, je dirais, prématuré et qu'on devrait nous laisser peut-être jusqu'à l'échéance pour avoir. On se retrouve alors avec les mêmes gens qui ont quand même mis en mal près de 4 000 milliards de francs CFA qui constituent, s'il faut dire, le récapitulatif de l'ensemble des sommes mobilisées pour l'organisation de la CAN. Et quand, en fin de compte, la CAN n'est pas organisée, les chantiers ne sont pas livrés. Et même certains marchés, lorsqu'on regarde sur l'ensemble des marchés qui ont été attribués de gré à gré, certains n'ont même pas encore déjà été commencés sur le terrain. Le stade du Nord n'avance pas. Et d'autres marchés, d'autres chantiers même, semble être aux arrêts. Comment expliquer qu'alors, qu'en dépit de tout ceci, le président de la République et son premier ministre continuent de maintenir les mêmes personnes? Est-ce que ce n'est pas, comme titrait le Messager, une mafia qui s'empare du pouvoir au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas un groupe d'individus qui désormais place des personnes qui veulent pour piller la nation afin de s'enrichir parce qu'ils se disent d'une manière ou d'une autre, bientôt peut-être, je dirais, ce régime va s'arrêter et peut-être, qu'on le veut ou pas, il n'y a aucun système politique qui est appelé à exister éternellement. Comment expliquer dans tous les cas que les ministres qu'on a cités dans des scandales financiers, qu'on a cités dans des scandales d'attribution de marché, continue à rester dans les mêmes postes ministériels et que jusqu'aujourd'hui, l'audit dont nous avons toujours demandé pour l'organisation de la Coupe d'Afrique n'a pas déjà été fait. Les mêmes personnes sont revenues au gouvernement. Ce que le peuple, à un moment donné, comme je le dis, moi personnellement, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est le président de la République qui a approuvé ce gouvernement? Et s'il faut se le dire pour conclure, oui, on a nommé le Premier ministre juste dans l'après-midi, et tandis qu'il jubilait à la maison, lui, il était surpris qu'il a formé un gouvernement à 20 heures. Ok. Voilà, Charles Lisan, comment comprendre que face à la clameur du peuple, je vous vois sourire, mais que certaines personnes incriminées, entre guillemets, aient été promues? D'où la question de Footing, est-ce que c'est le président Biya qui était véritablement aux manettes pour ce gouvernement? Bon, aujourd'hui, le président de la République a reçu le vœu des corps constitués. Le grand-père que j'ai vu debout pendant près de 2 heures, j'ai vu un homme serein, un monsieur normal, un monsieur assis et debout. Donc, s'il faut de manière caricaturale parler de la santé du président, oui, il est en santé, il va bien. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Soyons un peu plus sérieux. Nous sommes dans un état de droit et ce n'est pas la rue, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas le Congossa qui dirige l'action gouvernementale ni l'action présidentielle. Il y a des faits. Et tenez-vous tranquille. Mais il y a d'autres faits en dehors de ce qu'on a vu là, sur le marché de gré à gré. Le marché de gré à gré, est-ce que c'était légal? Le marché de gré à gré, est-ce que c'était légal ou pas? Est-ce que le secrétaire général à la présidence a le droit de faire signer le marché de gré à gré? Si c'est légal, on dit oui. Si ce n'est pas légal, on dit donc il y a un problème. Mais c'est au niveau des surfacturations. Maintenant, au niveau de surfacturation, oui, il y a ce qu'on appelle en droit administratif l'accessoire qui suit le principal. Qu'est-ce qu'il y a comme principal pour nous? Le président de la République l'a dit dès le lendemain de la réunion de la CAF à Accra, poursuivre intensément les travaux de construction des infrastructures liées à la CAN. Lui, c'est son objectif. Oui. Il a promis au Camerounais le jour dit. Le cahier des charges de la CAF envers le Cameroun, c'est le 31 mars 2019. Oui. Alors, que le 31 mars 2019, que le Cameroun ne remette pas la CAF clé en main des infrastructures adéquates d'après le cahier des charges, et je dirais que non, il y a quelque chose qui ne va pas. La troisième chose que je veux dire à M. Fossing, c'est que, M. Fossing, nous n'allons pas laisser quand même la rue diriger le pays. Ce n'est pas parce que 3, 4, 5, 6 personnes like une information sur Facebook en disant que tel a surfacturé, tel a volé, tel n'a rien fait, tel doit partir. Ce n'est pas la rue qui commande l'action présidentielle. On ne serait pas dans un état de droit. Le président Paul Biya, qui nomme ses collaborateurs, leur demande un travail, il les corrige, il les note et après les sanctionne ou alors les gratifie d'un bonus. Pour lui, il estime que ses collaborateurs suscités
ont fait leur travail et continuent avec eux. C'est à la fin qu'on verra. Maintenant, je voudrais revenir, vous avez parlé en parlant des ordinateurs. Quel était le but poursuivi par les ordinateurs? Que chaque étudiant camerounais ait à sa possession un ordinateur. Ça a été atteint. Des ordinateurs pas de gamme. Chaque étudiant camerounais... Le but n'a pas été atteint parce que je puisse vous rassurer que 60% de ces ordinateurs aujourd'hui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, moi... Le problème n'est pas au niveau de... Justement, est-ce que l'intention du chef de l'État, c'était de donner des ordinateurs aux étudiants qui vont fonctionner, aux ordinateurs, aux étudiants qui vont fonctionner quelques heures, comme il dit? Mais qu'est-ce qui lui fait croire que ces ordinateurs fonctionnent? Mais il est en train de dire que 60%... J'ai Jonathan chez moi qui a l'IRIC, Jonathan Batangene, mon petit cousin. J'ai Nona qui a fait l'INSET, j'ai Babi qui a fait l'INSET, j'ai 8 étudiants tout le mois qui ont ces ordinateurs. Aucun de ces a même plein. Ça en parle. Oui. Bon, maintenant, c'est une machine. C'est un peu comme, vous rappelez-vous, lors de la fête de l'unité d'il y a 2 ans où on poussait le véhicule du président, où tout le monde s'est extasié, où le véhicule du président tombe en panne. Comme si un véhicule ne devrait pas tomber en panne. Et l'année d'après, il s'achète un véhicule qu'il a trouvé de son prédécesseur, qu'il a utilisé pendant près de 35 ans. Quand il s'offre maintenant un véhicule digne de son rang de président, les dépenses d'ABG, les dépenses... Ah, ça c'est le premier véhicule que le président achète depuis... Bien sûr. Non. Le président... Non, écoutez-moi très bien, monsieur. Monsieur, c'est pas ça le débat. Oui, ce n'est pas le premier véhicule. C'est pour faire comprendre que... Restons dans notre sujet. Nous sommes dans le même sujet. Non, restons dans le sujet. Monsieur, c'est alors... C'est pas le premier véhicule. Je vous mets au défi de me dire tous les véhicules que le président utilisait le 20 mai sont les véhicules qu'il a achetés. Ça, je vous mets au défi. Et je vous le dis. Non. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire, c'est que monsieur Pierre Ismaël Budoukwak, monsieur Jacques Famandongo, monsieur Ferdinand Ngongo, que monsieur Fossé a cité, ont été nommés par celui qui a le droit de les nommer. Alors, il n'y a aucune mafia, il n'y a rien. Paul Biya estime que ses collaborateurs ont fait le travail qu'il leur demandait. Et maintenant, dès le 4 janvier, ils ont été nommés. Attendons de les voir. Et vous, est-ce que vous et moi, puisque Paul Biya estime en tant que président de la République, et non ces personnes pour qui il travaille pour le compte du peuple et non pour le compte du président de la République, une fois que le peuple, lui, n'est pas satisfait parce que les promesses faites par le même président de la République, qui nomme ces gens, quand les promesses ne sont pas donc réalisées, qu'est-ce que le peuple fait? Merci. Le peuple en question dont vous n'êtes pas le Léviathan, le peuple en question s'est exprimé le 7 octobre. Il lui a donné onction. Ok, merci. Voilà. Albert Natola ici. On parle de scandale. Marché de gré à gré avec Ferdinand Ngongo et les ordinateurs avec Jacques Famandongo. Ils ont été promus ministre d'État. Comment comprendre? Écoutez, si je dois axer mon argumentaire sur la thématique de la soirée, c'est quand même fastidieux de faire une autopsie de la problématique qui est soulevée en quelques minutes. Mais on va juste prendre on va quand même prendre quelques axes majeurs. Disons que personnellement, j'ai été déçu de ces gouvernements parce que il y a 2 titres. Je me serais attendu à ce que, par rapport à la clameur qu'a suscité le retrait de la CAN, Jean-Lélie dit que c'est pas par rapport à la clameur qu'a suscité, n'est-ce pas, le retrait de la CAN et subséquemment les scandales irrelatifs, je me serais quand même attendu, non pas que d'abord que le président de la République choisisse de prendre la parole au 31 décembre, c'est-à-dire de manière traditionnelle, mais il aurait été de mon point de vue judicieux que cela puisse être le cas au lendemain du 30 novembre, c'est-à-dire bien avant le 31 décembre, pour qu'il puisse quand même s'expliquer aux Camerounais, parce que à partir du moment où sa parole est remise en doute, la crédibilité de sa parole est remise en doute, c'est quand même c'est un séisme politico-social. Maintenant, les acteurs majeurs de cet épisode-là, justement, ont été promis, c'est qui ministre d'État, qui d'autres ont changé de portefeuille. Nous avons la presse, le peuple camerounais a sollicité, exigé un audit bien avant, même s'il fallait poursuivre les travaux. Il était, de mon point de vue judicieux, de voir faire un audit général de cette affaire-là. Ça n'a pas été le cas, même si certainement le ministre des Finances, il a quand même demandé à faire un inventaire des chantiers qui doivent être qui rentrent dans le cahier de charges de la CAF et qui devaient être prioritaires. Mais cela étant, ça ne résout pas tout à fait le problème. Parce que, bien évidemment, on n'a pas changé de casting, on n'a pas changé des hommes, on n'a pas changé de méthode. On part avec les mêmes, c'est-à-dire on part avec les mêmes personnes. Mais maintenant, pour revenir sur la thématique de la soirée,
moi je vous dis que l'innovation, il a conservé les grands équilibres, vous avez souligné tout à l'heure dans votre propos introductif, il a conservé les grands équilibres que nous connaissons, qui sont traditionnels et qui sont, n'est-ce pas, qui sont transposables à certaines perspectives politiciennes. Donc, ça peut se comprendre. Maintenant, il a gardé les mêmes équilibres au niveau de la parité. Il a gardé ces équilibres-là, bien évidemment. Maintenant, je constate également qu'il y a quand même quelques jeunes, parce qu'il a quand même fait la promesse de donner certaines responsabilités à la jeunesse. Je vois quelques jeunes qui sont entrés au gouvernement, notamment le ministre des Petites et des Moyennes Entreprises, qui est assez jeune, et le ministre de la Santé. Non, il a 50 ans. Voilà, je pense que c'est jeune. Donc, je crois que de ce point de vue, n'était pas d'accord. Hein. De ce point de vue, il est quand même. Le plus jeune qui est entré dans le gouvernement Diongoté à 45 ans. Non, je veux dire que vous avez également le ministre des Transports qui est aussi jeune. Oui. Donc, je pense que. 48 ans. Voilà, donc il est jeune. Je crois quand même que de ce côté-là, il a quand même gardé certains équilibres. Il a également fait il a également, comment dirais-je, il a tendu la main à certaines parties politiques de l'opposition, notamment, pas seulement ceux qui font partie de la majorité présidentielle. Vous avez le PADEC qui est entré au gouvernement. C'est vrai que ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je parle notamment pour ce qui concerne le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Bon, c'est vrai, il y a quand même eu quelques constances, il y a eu quelques variantes. Mais pour revenir à l'essentiel, je pense que le président de la République est élu par le peuple camerounais et c'est sur la base d'un programme politique ou d'un projet de société. Et il me semble donc qu'étant le mandataire du peuple camerounais, il a le droit, l'obligation d'écouter la voix du peuple. Voilà. Et il me semble que on est sur le cas Jacques Famendongo et il me semble il me semble que dans le cadre de la formation du gouvernement du 4 janvier dernier, franchement, le peuple n'a pas été entendu. Je me serais attendu à ce que le peuple soit entendu sur ce coup-là. Oui. C'est-à-dire que la colère du peuple. Bon, tout à l'heure, il y a M. Fosing qui a dit quelque chose de pertinent. C'est-à-dire que, du moins, le casting idéal voudrait que le président de la République nomme le Premier ministre et qui nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Est-ce que ça a été le cas dans le cadre du gouvernement du 4 janvier dernier? La question reste ouverte. Okay. Et Jonathan Batengene, le président n'a pas écouté, littéralement. Selon Albert Natola ici, il n'a pas écouté la clameur du peuple et a plutôt promu ceux-là qui étaient considérés pour la CAN comme responsables, du retrait et aussi le scandale des ordinateurs. J'ai un léger rictus qui me vient quand la question a été reformulée par toi, Serge-Alain. Pourquoi? Parce que il y a de cela un mois et peut-être 14 jours, oui, on parlait de cette problématique ici, c'était tout chaud, on venait de retirer la CAN. Et j'avais un argument qui était battu en brèche par tous les copanélistes. Je crois qu'à l'époque, Albert Natola ici était dans du panel. Et je m'évertue à répéter que cette affaire, il faut que le Parlement fasse une enquête. L'audit dont on parle, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise où on va dire faites un audit et puis on va déclarer les responsabilités de chacun à chaque niveau. Ça, c'est des enquêtes parlementaires. Et ce jour, je me vais à répéter. Avec votre permission, je voulais quand même vous rappeler que c'est possible parce que le président de la République a commis un audit au niveau dans l'attribution des licences de téléphonie mobile. Ça veut dire que c'est faisable. Je n'ai pas parlé de possibilité ou d'impossibilité. Je dis la pratique dans les États démocratiques. Enquête parlementaire. Maintenant, il est clair. Notre pouvoir exécutif fonctionne tout seul. Le législatif ne fonctionne pas. Donc, le débat de la CAN interpelle vivement les Camerounais dans la préparation de l'élection législative qui arrive. Quel type de députés voulons-nous à l'Assemblée nationale? Est-ce que nous voulons des députés? Je répète l'expression, elle n'est pas de moi seul. Maître Pensi, militant du RDPC, c'est un collègue c'est un camarade de M. Zang ici, qui a répété ici à haute intelligence, voix devant les Camerounais qui nous suivent. Nos députés sont des godillots, il avait dit. Alors, si c'est des députés godillots que le peuple a élus,
Parce que ce peuple, c'est lui qui choisit ses représentants. Alors, les conséquences de l'action de Godillot, c'est que lorsqu'il y a un scandale dans le gouvernement et que le Parlement qui est chargé de contrôler cette action gouvernementale ne peut pas faire son travail, eh bien ce peuple est représenté et agit de manière godillote. Maintenant, si les Camerounais pensent que la CAN a été mal gérée, ce n'est pas la peine de faire tout un débat sur la CAN. Il faut être conséquent. Aujourd'hui, l'inflation au niveau des pouvoirs qui sont dévolus au président, c'est une anomalie démocratique qui tend à être encouragée non seulement par ceux qui en débattent dans les plateaux de télévision, mais également par certains acteurs politiques, que ce soit au sein du RDPC ou dans la classe, dans la classe de l'opposition. Le président n'est pas un dieu. Le Cameroun ne vit pas au rythme du président. Le président a des responsabilités constitutionnelles qui sont définies. Elles sont claires. C'est vrai qu'il nomme aux emplois civils et militaires. L'article 8 de la Constitution le lui donne le droit. Seulement, pour ce qui est du scandale, on aurait eu une enquête parlementaire. L'enquête aurait défini des responsables, aurait transmis des dossiers à la justice et la justice aurait fait son travail par la suite. Et on aurait un président qui aurait limité sa possibilité de nommer certaines personnes. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Et je reviens sur les travaux d'un éminent maître, le professeur Valentin Kandongo. Il a travaillé sur la rumeur. Je constate malheureusement, parce que quand il nous parlait de ses travaux, je constate malheureusement que ce travail avait beaucoup plus de pertinence qu'à l'époque où il avait réalisé. Au Cameroun, la rumeur fait office d'information confirmée, réelle. On dit que le ministre d'État, secrétaire général Ferdinand Gongo aurait détourné. Nous ici on répète, il a détourné. Ce n'est plus il aurait. Aurait c'est le conditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de preuve qui vise à montrer que cet homme est effectivement coupable de détournement. On nous dit, c'est les activistes sur Facebook qui nous disent, ils m'auraient même donné de l'argent pour que je ne le dise pas. Vous voyez, c'est encore dans le soupçon. Est-ce qu'effectivement il y a une enquête parlementaire? Est-ce qu'on a dégagé les responsabilités? En ce moment, je reviens sur l'axe républicain. Le président, quand il a le droit de nommer, selon l'article 8 de la Constitution, il nomme ceux qu'il estime être les personnes les plus compétentes. Et si ce président sait qu'aujourd'hui, il agit tout seul, comme tout le monde tend à encourager, effectivement, il fera toujours ce genre de nomination. On va beau pleurer, mais c'est la conséquence d'un dysfonctionnement systémique au niveau de l'État qui se voulait démocratique, parce qu'on ne dira pas cette fois-là démocratique, mais qui se voulait démocratique. Et je vais un peu pousser le bouchon. Mais pourquoi ce Parlement ne fonctionne pas? C'est parce que 90% des élus au Parlement passent par des deals qui sont moins démocratiques. Ces deals, il faudra les casser lors des prochaines élections législatives. C'est des deals qui donnent ce qui confère à ces gens le statut de député. Parfois, ils ne sont pas le fruit de l'élection même des populations. Alors maintenant, il faut que les forces de l'opposition... Restons sur le thème. Oui. Le président. Pourquoi les Camerounais ont l'impression que le président ne les a pas écoutés? Ils en ont l'impression parce qu'ils ont prêté flanc à la rumeur. Tout ça, c'est la rumeur. C'est de la rumeur pour l'instant. Personne ne peut nous donner preuve à la pierre. Pourquoi on nous a retiré la CAN, selon vous? On nous a retiré la CAN. L'organisation de la CAN. Le Cameroun n'était pas prêt. Et pourquoi on n'était pas prêt depuis septembre 2014? On a une idée des problèmes qui sont survenus. On nous a attribué la CAN en septembre 2014. On a juste une idée de ce qui est arrivé. Oui. Mais aujourd'hui, Serge Alain, personne ne peut avec certitude dégager des responsabilités. Personne. Si le mécanisme d'information, c'est les personnalités qui sont dans le cercle, parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Oui. Serge Alain, nous travaillons tous dans des entreprises. Nous savons ce que nos collègues peuvent dire de chacun de nous quand nous ne sommes pas là. Si c'est ça le mécanisme par lequel on s'informe, c'est dangereux.
Si le mécanisme, c'est un mécanisme réglementaire, là, je me fie à cela. Je suis très gêné. Et le jeune que j'ai aujourd'hui, c'est celui que j'ai souvent avec certains de nos intellectuels qui sont maîtres dans l'art de la spéculation. C'est-à-dire qu'à chaque fait, il y a, je dirais, il y a un problème sur la table. Au lieu de questionner le problème, on commence à spéculer sur les choses qui auraient dû conduire au problème en faisant croire aux gens qu'on doit d'abord passer par là pour voir le problème. C'est-à-dire, on fait comme si le problème n'existe pas. Actuellement, il demande, Jonathan lui-même en tant que sociologue, au peuple d'aller désormais choisir les bons députés. Et il se contredit en disant que certains de ces députés arrivent par des voies qui ne sont pas démocratiques. Un sociologue comme lui, s'il a étudié normalement la sociologie camerounaise, pas la sociologie dans sa globalité, il devrait faire quand même l'autopsie de la société du peuple camerounais, qui serait, en le répétant, une façon de demander à des malades en situation de coma d'aller choisir le médecin. C'est très dangereux aujourd'hui, lorsqu'on sait, parce que c'est lui qui a répété sur le même plateau la question de l'élite au Cameroun, et il a cité un ensemble de professeurs qui avaient travaillé sur la question, et j'étais très satisfait quand les gens avaient finalement compris que ceux que nous considérons comme élite sont généralement des brigands financiers qui pillent le gouvernement et rentrent au village distribuer des sacs de riz. Et comme le peuple est malade, affamé par ce système politique, ne voit plus désormais que le sac du riz et non les personnes chargées de contrôler l'action gouvernementale, ils s'engagent alors dans des bureaux de vote en fonction de ce qu'ils ont reçu de façon directe. 1 kilo de riz pour suivre pendant 45 secondes. Donc je suis très gêné lorsqu'on entre dans un ensemble de contradictions. Au même moment donné, on parle d'un peuple malade et zombifié. Au même moment donné, on demande à ces malades qui ne peuvent pas se lever de choisir leur médecin. Au même moment donné, moi ça me gêne beaucoup. Lorsqu'on commence à dire, nous partons sur la base de la rumeur pour accuser les individus. Mais nous parlons ici d'un scandale de la CAN, que les faits sont parlés devant nous et on connaît les qui le marché avait été confié. Alors, vous ne pouvez pas nous dire qu'un marché confié à Serge Alain Autou à livrer au mois de décembre se retrouve au mois de mai sans être livré et que les fonds parfois destinés à ces marchés-là ne sont plus retrouvables. Et on me dit non, il ne faut pas accuser Serge Alain Autou, il faudrait qu'on commence à chercher qui exactement a détourné les fonds en cours de route. Mais le premier responsable est celui, c'est qui le marché était confié. Et c'est celui-là que le peuple regarde et sur cette base demande au président de la République. Quand en cours de route, il est confié le marché à n'importe qui, lui il est responsable parce que c'est lui que tu avais choisi pour respecter ta parole. Nous serons prêts le jeudi. On nous a enlevé. Le jeudi c'est quand? Le jeudi c'est quand? Vous voulez me dire que c'est parce que le jeudi n'est pas arrivé qu'on a enlevé la Coupe d'Afrique? Calmez-vous. Moi, le jeudi c'est quand? Le jeudi pour vous c'est quand? Le stade qui devrait être livré le 28 décembre, on en est où? Non, laissons le jeudi. Allons exactement. Non, c'est un débat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a un débat? Ce n'est pas la guerre. Oui, c'est un débat. Maintenant, le stade aurait dû être livré. Allons-y tout doucement. Le jeudi c'est que. Vous avez dit qu'il y a un stade. Allons-y tout doucement. C'est quel stade? Je réponds d'abord à votre première question. Le jeudi c'est quand? Le jeudi c'est quand? Le jeudi c'est qu'il était question qu'avant 6 mois, l'organisation de la Coupe d'Afrique. Le jeudi c'est quand? Allons-y tout doucement. Mais votre jeudi c'est le jeudi du chef de l'État. C'est votre jeudi. Parce que la CAF vous a donné une date et en cours de route, elle s'en rend compte, la CAF, que vous n'êtes pas capable de respecter. On ne peut pas laisser la Coupe d'Afrique entre les mains des Camerounais parce qu'on sait que vous ne pouvez pas l'organiser. Maintenant, les responsables sont là. Vous dites, nous partons sur la base des rumeurs. Ok, et une minute, Albert Anatola ici. Comme quelqu'un a dit, le président a d'autres canons d'information que le peuple n'a pas. D'où la promotion de certains membres du gouvernement. Je n'ai peut-être pas. À côté de la clameur du peuple. Qu'est-ce qu'on appelle la clameur du peuple? Il ne faudrait pas que certaines personnes s'érigent en Superman du peuple. Il faut un peu que ça s'arrête. Est-ce que vous êtes... même dans votre propre camp, le RDPC, j'y arrive. Vous ne pouvez pas dire... Vous savez que je pense ce que je dis, et je dis ce que je pense. Voilà. Si vous ne parlez du RDPC, oui. C'est le premier, c'est-à-dire, laissez-moi le RDPC là. J'ai souvent l'habitude de ne pas étaler ici nos tas dans le public. On a des instances plus appropriées où on parle entre nous, mes camarades du parti. C'est justement ça qui fait problème, Serge Alain. Que des camarades en soient à régler les problèmes entre camarades sur la place publique. Donnant en pâture certaines choses qu'on aurait dû cacher, qu'on pouvait régler entre nous,
parce qu'on veut le poste de tel. On a des camarades qui pleurent à la radio parce qu'on ne les a pas nommés. Ça fait rire les gens et tout. Et c'est eux que les gens applaudissent. Quand Messanga Nyamding dit à la télé dimanche qu'il supporte Paul Biya de plus que par le passé, les gens s'attendaient à ce que le camarade Messanga dise que non, je déteste Paul Biya parce qu'il ne m'a pas nommé. Voilà comment le Cameroun fonctionne maintenant. C'est-à-dire, comme l'avait dit, entre les étudiants, comme l'avait dit un grand savant, on a normalisé les cas. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le président Paul Biya est quand même le président de la République. Personne plus que lui, s'il fallait qu'il ait honte du retrait, même pas du retrait, de la CAN pour 2021, aurait plus honte que lui, personne. C'est même lui qui aurait dû avoir honte plus que tout le monde. Et personne n'a le temps ici au Cameroun que Paul Biya frappe quand il faut frapper. Et bien, s'il fait même dans le plat des ministres à ministres d'État, il a donc raison. Au moins pour eux, Paul Biya n'a plus sa tête, c'est pas Chantal qui aurait signé le décret. C'est vous qui le dites. Paul Biya fait passer président comme ministre d'État, ministre secrétaire de la présidence. Paul Biya, c'est pas lui qui a signé le décret. C'est vous qui le dites. Paul Biya fait passer de sport là. Pour moi, c'est que non. Si Paul Biya n'avait pas mis ces gens-là, oui, Paul Biya pour le peuple. Non, ça ne se passe pas comme ça dans une république. Il y a un quotidien qui a dit, même base du secrétaire SGPR sur le gouvernement, en décidant de s'octroyer le titre de ministre d'État, le vice-dieu se positionne comme deuxième personnalité de la République après le chef de l'État. Mais il s'agit d'un journal. Oui. Vous ne l'avez pas cité, vous pouvez aussi le citer. Oui, justement. Et vous savez que ce qu'on s'est dit en off, c'est qu'il y a une certaine liberté d'expression dans ce pays qui frôle la folie. Nous l'avons dit tous. Donc je laisse ce qui se dit en off, vous ne parlez d'ici en public. Donc ce que je veux dire, c'est que est-ce que nous avons suivi la réunion de la CAF hier à Dakar? Est-ce qu'on a suivi Amar Hamad parler? On l'a suivi. Et qu'est-ce qu'il a dit concernant le retrait de la CAN pour 2019 au Cameroun pour 2021, la Côte d'Ivoire pour 2023 et la Guinée pour 2025? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faudrait aussi que les Camerounais disent ce qui... Monsieur Hamad a dit... Nous l'avons dit hier sur ce plateau. Justement. Donc, il faudrait aussi par rapport aux efforts consentis par le Il Cameroun. faudrait aussi qu'on aille dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire... Nous l'avons dit hier sur ce plateau, Charles. Non, monsieur Alain, c'est votre émission. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse au Cameroun, je m'adresse aussi à ceux qui n'ont pas suivi votre émission hier. Oui. Pour leur faire comprendre que le propriétaire de la CAN, le patron de la CAF a parlé hier, a dit des choses conséquentes. Est-ce que vous savez que Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara et M. Paul ont causé au téléphone par rapport à cette CAN? Voilà. Donc c'est autant de choses qui font en sorte que... Mais en même temps, Fraternité Matin aujourd'hui dit que le président du comité d'organisation de la CAN 2021 dit qu'ils seront prêts en 2021. Ça rajoute sur la polémique. Justement, le fait de retirer la CAN à la Côte d'Ivoire en 2021 pour 2023 ne veut pas dire que la CAN de la Côte d'Ivoire n'est pas prête. Le fait de dire au Cameroun que vous allez organiser en 2021 ne veut pas dire que le Cameroun n'est pas prêt. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est pour ça que je voudrais que ceux qui critiquent le fait qu'on ait retiré la CAN au Cameroun interrogent Amar Hamad et qu'Amar Hamad qui a retiré la CAN au Cameroun le dise. Et c'est pour ça que dans sa sagesse, dans son intelligence et même dans son banditisme entre guillemets, banditisme positif, Paul Biya demande à ce que les travaux soient poursuivis. Voilà. Qu'on s'en fout, qu'on s'en fout du terme de délai, mais que le jour qui a été fixé pour remettre clé à main à la CAF, les édifices de la CAF soient respectés. Voilà. C'est tout. Voilà, Albert Anatola ici, une façon de mettre en confiance ces personnes. Je suis très surpris par certains arguments qui sont tenus sur ce plateau. Oui, allez-y. Je voudrais rappeler déjà à M. Jonathan que la situation qui prévaut au niveau de la gestion des chantiers de la CAN à Garoua n'est pas une rumeur. Notamment les chantiers qui ont été attribués à Prim-Potomac, à Moteur Ingile et à IGEC. Tous les jours, vous avez les défections, les manœuvres qui partent parce qu'ils ne sont pas payés, qui accusent 2-3 mois d'arriérés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez des maîtres d'œuvre qui ont pris des marchandises, en tout cas du matériel de chantier, dans des boutiques d'à côté qui ne payent pas les factures. Ce n'est pas une rumeur. Je vais régulièrement à Garoua. C'est une information que vous pouvez vérifier. Maintenant, il faut aller dans votre sens. Je voudrais vous raconter une petite anecdote parce que je parle en tant que journaliste. Pour dire quoi? Pour dire que est-ce que vous savez que le marché du système électrique
du stade Panena, c'est-à-dire Omnisport à Yaoundé, avait été attribué à quelqu'un qui n'avait ni expertise, ni raison sociale. Est-ce que ça a été écoutez, c'est moi qui n'ai pas, s'il vous plaît. Alors, ce monsieur a été payé bien avant n'est-ce pas, de réaliser cet ouvrage. Et en fin de compte, la présidente de la République, c'est-à-dire le monsieur qui lui a donné ce marché à la présidente de la République, a été obligé d'appeler quelqu'un d'autre qui est venu faire normalement le travail et qui n'a pas été payé par la suite. C'est également une information qu'on peut vérifier. Cela étant, ça s'appelle le Congo, ça. Je dis bien que. Vous pouvez également vérifier ça. Je veux donc dire que. Ça s'appelle le Congo. Chacun joue son rôle sur ce plateau. Vous jouez votre rôle, je joue le mien. C'est le rôle donc. Je suis en train de dire, il faut éviter de flouer l'intelligence des téléspectateurs. Qui a bénéficié du marché. Dites-nous que les Camerounais seront satisfaits de quelqu'un qui défend leurs droits. Pour revenir à la thématique de la journée, je concède à Jonathan qu'il faudrait absolument une commission d'enquête parlementaire pour voir clair dans cette affaire. Mais tout au moins, tout comme on peut lui conseiller le fait que dans une république normale, un magistrat de parquet, en l'occurrence le procureur de la République, peut se saisir d'autorité d'une telle affaire et engager d'enquête judiciaire. Parce que ce n'est pas le premier scandale. Je crois que le premier scandale que nous connaissons, entre autres scandales bien sûr, où sont partis les machines, les tracteurs qui ont des boulevards. Oui. Les projets qui étaient... On a sémé. Voilà. Où sont partis ces tracteurs-là pendant qu'on y est? Il y a un ministre de cette République qui a été promu avant d'être nommé ambassadeur, qui a cru devoir sécuriser les deniers publics dans son compte personnel. Ça n'a pas, n'est-ce pas, ému qui que ce soit. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que ça, c'est pas dans une république normale? C'est normal. Bon, maintenant, je voudrais dire ceci. Moi, ce qui m'intéresse quand même dans le nouveau gouvernement, il faut le soulever sur ce plateau, c'est quoi? C'est que il faut quand même qu'il y ait une certaine lisibilité au niveau de la cohésion gouvernementale. Parce qu'on se retrouve dans une situation où le Premier ministre n'est pas respecté par certains de ses ministres parce qu'ils ont des relations à la présidente de la République. Et ça pose un problème au niveau de la cohésion gouvernementale. Vous avez également des directeurs généraux. Et maintenant qu'il est ministre d'État. Absolument. Alors est-ce que ça résout le problème? Je pense qu'il faut donc changer la structuration parce qu'il faut quand même que le statut du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, que son statut soit un peu plus lisible. Parce que est-ce qu'il fait partie du gouvernement ou pas? Parce que c'est important de le savoir. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a des super ministres dans une république. Il est ministre. Il est ministre, mais il dépend de qui? Parce qu'à un moment donné, je l'ai indiqué tantôt, vous avez des ministres qui placent l'autorité. Est-ce que c'est pas le fait de sa proximité géographique, entre guillemets, avec le chef de l'État qui lui donne... Justement, il faut donc que cette structuration soit lisible, parce que c'est ambigu. Oui. C'est vraiment ambigu. Est-ce que le fait qu'il soit très proche du président de la République, que ça lui confère, c'est un passe-droit, ou bien c'est un privilège, si vous voulez? Je pense que ça me pose un problème. Mais ça me pose un problème au niveau du management politique. Oui. Deuxième chose, vous avez des DG qui ne respectent pas le ministre de tutelle parce qu'ils ont une relation non seulement à la primature, à la présidente de la République. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont un dossier qui concerne un projet, ça part au-dessus de la tête du ministre de tutelle, ça se retrouve au niveau de la présidente de la République, et que souvent c'est l'autre relais qui informe le ministre de tutelle. Je pense qu'à ce niveau, moi c'est un aspect qui m'intéresse pour que véritablement, c'est bien de nommer des ministres, mais encore faut-il leur donner la possibilité, j'allais dire, les mains pour faire leur travail, parce qu'il me semble qu'ils obéissent à une feuille de route, même comme cette feuille de route n'est pas évaluée. Ok, Jonathan Batenguele, on a quand même... on voit le ministre Pierre-Ismaël Bidjoumpat qui parle des sports pour les arts et la culture. C'est une victime collatérale suite à sa sortie du conseil de cabinet après le retrait de l'organisation. On a suivi le ministre Bidjoumpat. Il a utilisé des termes qui voulaient dire, pour ceux qui ont compris ce qu'il voulait dire, il n'a pas mis les gants pour dire d'où venait véritablement le retrait de l'organisation. Il donnait sa version des faits. Il donnait sa version. Voilà comment, dans un pays normal, on dirait, il donnait sa version des faits. Il ne disait pas ce qui... Il ne donnait pas des preuves qu'effectivement ceux-là sont... Comment ça, il ne donnait pas les preuves? Non, c'est sa version des faits. Il est lui-même responsable dans ce qui est ce grand scandale. Ce qui est arrivé? Oui.
Donc, vous admettez qu'il y a un scandale maintenant? Oui, non, je dis toujours qu'il y a un scandale. Oui. Maintenant, je veux peut-être clarifier. Vous dites que Blaise Maïk Bidonpat est quelqu'un qui... Il est incriminé dans le scandale. Incriminé. Il y a des noms. Il y a des noms. Ne limitons pas. S'il y a des noms qui sont apparus dans le scandale, on sait qu'il y a des noms. Il y a le ministre des Finances, actuel ministre des Finances. Il y a le secrétaire général, il y a le ministre secrétaire général. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Maintenu et promu. Il y a l'ex-secrétaire général, ou bien le secrétaire général de la primature. Oui, il y a le ministre des marchés publics. Il y a le ministre des Sports. Oui. Il y a d'autres responsables qui sont... Le ministre du Développement urbain. Voilà, qui sont... On a viré. Voilà. Pourquoi eux? Pourquoi seulement ceux-là? Justement. Les deux autres, Abbas Sadou, certainement, il paye de certains calculs politiques que le président aurait eu. Celui qui arrive là-bas, c'est quelqu'un qui vient de la Sonara. Je ne sais pas quel a été le score du président dans le village de celui-là. Je ne sais pas ce qui se passe avec. Mais pour ces ministères-ci, je fais une lecture beaucoup plus politique. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit de récompenses politiques et de repositionnement des cartes du président en vue de la conquête des sièges de députés aux prochaines législatives. On va beau parler, il s'agit du jeu des législatives qui a commencé à se jouer au niveau du président de la République. Ce jeu est hautement politique. Maintenant, si nous déplaçons pour revenir à ce qui est le périphérique, c'est-à-dire le scandale, ça sera une belle distraction pour les Camerounais parce qu'on va beau s'asseoir ici. Et je répète, tant qu'il n'y aura pas une commission parlementaire qui enquêtera, tout ce qu'on va faire, c'est la rumeur. Moi, je ne peux pas exceller dans la rumeur parce que je ne peux pas répéter ce qu'on m'a dit. J'ai des amis qui travaillent ailleurs qui me disent, moi je pense que c'est tel. Mais quand il me le dit, je prends ça comme les propos d'un tel, je ne sais pas pourquoi. Il me le dit, quel est son intérêt, avec qui est-ce qu'il est en accord, comment est-ce que le Cameroun est un grand réseau. On parlait ici d'un pays qui est construit sur des réseaux. Alors chaque fois qu'on vous donne une information, posez-vous d'abord la question, avec qui est-ce qu'il a une intelligence? Parfois il a une intelligence avec celui qu'il compte disculper. Et vous, il vous sert l'information qui justement vous sert. Je prends un cas. Anatole était ici la fois dernière. Les élections de la FICAFOI. Il a voulu défendre M. Bel Joseph Antoine. C'était très difficile. Parce que les vérités... Non, les demi-vérités qu'il balançait, tout le monde sur le plateau, et même certains, remarquaient quand même que ce gars, il y a quelque chose de pas clair. Certainement, il comprend des choses que nous, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que certainement il était dans le secret des dieux d'un autre camp. C'est ça le Cameroun. On ne peut pas se placer et jeter des ministres à la vindicte. Je prends un cas. La France des années 1715, sous le régent, le régent c'était Philippe d'Orléans. Cette France-là, Philippe d'Orléans est devenu puissant lorsqu'il a commencé à créer un système où c'était lui l'homme le plus puissant de la France. Or, le roi Philippe Louis XIV, en quittant le pouvoir, avait organisé un conseil de régence. Et le conseil de régence avait pour but justement de limiter les pouvoirs du régent. Pour que jusqu'à ce que Louis XV ait l'âge de diriger, la France soit gouvernée par une collégialité. Et donc celui-là n'aurait pas la primauté. Mais dès que ce dernier a réussi à mettre le Parlement de côté, et grâce au Parlement, il a réussi à mettre le conseil de régence de côté, il est devenu l'homme le plus puissant. Je crains fort que le Cameroun est en train d'entrer dans l'hypertrophie du pouvoir président exécutif. Et cette hypertrophie du pouvoir exécutif a des retombées négatives. Je prends maintenant un cas pour comprendre la question que vous avez posée à Anatole. On parle du premier ministre, de la question du Premier ministre et du secrétaire général. Pourquoi le SGPR n'a pas la même influence que le Premier ministre? Pourquoi il semble plus influent que le Premier ministre? Parce que comme il y a hypertrophie du président les pouvoirs du président et du président de la République, le SGPR est l'être le plus proche du président de la République. Proximité. Et donc, chaque fois qu'il vous dit que c'est sur haute instruction du président de la République, puisque l'homme le plus puissant c'est le président, vous préférez vous en remettre aux instructions du président plutôt qu'à ceux du Premier ministre, puisque c'est même le président qui nomme le Premier ministre. Ça, c'est pour comprendre. Maintenant, pour revenir sociologiquement, parce que tout à l'heure, je crois avoir reçu des leçons de sociologie, ce que je pense que je ne suis pas loin de recevoir, mais peut-être pas de celui qui les a donnés. Je reviendrai sur un fait, c'est que la question de la légitimité des gouvernants
la question de la légitimité du Parlement. Ça ne remet pas en question tout l'argument que je développe sur la question du contrôle de l'exécutif. Lorsque vous avez un gouvernement qui est illégitime en partie, ou bien en majorité, un Parlement qui est illégitime en majorité, ce Parlement n'a pas les coudées franches pour engager des actions qui visent à contrôler l'exécutif. C'est ce que je veux dire en fait. Ça c'est pour être très trivial ou bien très simple. Maintenant, je reviens sur le fait, tant que notre Parlement ne fonctionne pas de manière efficace et efficiente, nous aurons des scandales qui vont, et je répétais ça la fois dernière déjà, qui vont se multiplier et nous aurons, comme on dit en science, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est pourquoi les populations qui nous écoutent devraient comprendre que s'il y a un temps, moi, Jonathan Batengue, je me suis inscrit sur les listes électorales. Donc, vous qui regardez, inscrivez-vous sur les listes électorales. Allez changer les députés. C'est là-bas le combat. Changeons ces députés. Et quand nous changerons le député, maintenant, je veux revenir sur un élément, Serge Alain. Le régime camerounais est très proche du régime français. Lorsque les députés sont en majorité en faveur d'un camp, si c'est l'opposition, on peut imposer au président la cohabitation. Et dans la cohabitation, il y a un premier ministre fort qui est chef du gouvernement. Ouais, voilà ce que le peuple peut apporter pour les prochaines législatives. Voilà, Poutine Jojo. On constate, on est d'accord, hein, apparemment. Le président n'a pas écouté la clameur, même comme il refuse cette expulsion. Il a maintenu des personnes, malgré tout. Moi, je pense que Jonathan vient de donner, je dirais, une bonne caricature du fonctionnement de ce gouvernement-là. Ce que le président, à un moment donné, se sent comme un dieu parce qu'autour de lui, il n'y a aucune force qui s'oppose de façon véritable. Oui. Donc, le Parlement qui devrait être même un moyen de pression sur l'exécutif afin que cet exécutif lui prenne des décisions qui cadrent avec les intérêts du peuple. Ce Parlement, à un moment donné, est contrôlé ou encore est composé des membres soutenus par l'exécutif. Ou à un moment donné, quel que soit ce que l'exécutif fait, le Parlement ne peut pas réagir parce que c'est un réseau d'intérêts qui est désormais mis sur pied. Bon, maintenant, l'argument de demander au peuple de changer le Parlement, moi je continue de dire, ce peuple est un grand malade. Et il est très difficile de demander à un grand malade d'aller choisir son médecin. Nous avons vu aux élections présidentielles, nous avons fait tout ce que nous avons fait eux-mêmes. Au mouvement, 11 millions de citoyens ont tenté par tous les moyens de faire inscrire les Camerounais. En fin de compte, Dieu a obtenu 71%. On a beau parler, moi je pense que Dieu est encore là. Voilà Albert Anatola ici. Le SGPS sort grandi de ce réaménagement. Les pouvoirs sont renforcés. Est-ce qu'on peut assister à une espèce de chasse aux sorcières? Non, du moins, je ne voudrais pas être chauvin non plus, oui, ni revanchard. Ce qui est important, c'est que chaque élément soit à sa place, tout simplement. Et dans le sens de la logique républicaine, à mon sens. Je voudrais quand même connaître qu'est-ce qui peut avoir amené le président de la République à nommer le SGPR ministre d'État, à nommer M. Jacques Famundongo, en dépit des scandales, oui, ministre d'État. Je pense que nous sommes là dans un casting ambigu, c'est-à-dire qui n'est pas compréhensible par le commun des Camerounais. Parce que vous savez qu'il n'y a que le président de la République pas le commun des Camerounais. Parce que la preuve, c'est que est-ce que vous pouvez jurer la main sur le cœur que vous maîtrisez la boussole politique du président de la BIA? Je ne pense pas. D'autres disent c'est être prétentieux. Donc je crois qu'il n'y a que lui qui connaît où il va. Mais sauf que le résultat est contre-productif. Parce que lorsque... Voilà, quelqu'un a même dit sur un plateau que le président a des informations que le peuple n'a pas. C'est tout à fait. De par sa posture, oui, il a plusieurs canaux d'information. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'il les traite? Comment est-ce qu'il... sur la base de quoi? Bon, en tout cas, c'est ce qui est intéressant. Mais on voit demain, en tout cas, on voit le résultat. Le résultat, c'est que nous avons des individus qui se donnent des libertés, de piller les caisses de l'État, de narguer le peuple. C'est ça le résultat. Nous avons des routes qui ont beaucoup de nids de poules. Nous avons des problèmes d'électricité, même dans les agglomérations. Nous avons des problèmes d'eau. C'est ça le résultat. Donc moi, je pense que si nous devons aller sur la base de ces castings,
il est mauvais, il faut absolument reconnaître qu'il est totalement mauvais. Ok, bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. 20h dans un instant, vous allez nous présenter le travail quotidien des rédactions, la rédaction centrale Equinox Télévision à Douala ainsi que Yaoundé. Au menu donc ce soir, Cédric. Ce soir, nous parlerons du discours du président de la République devant le corps diplomatique. Paul Biya a esquivé les sujets qui fâchent la communauté internationale, notamment la crise anglophone et la stratégie gouvernementale mise en place pour résoudre cette crise. Le président de la République s'est davantage appesanti sur la géostratégie et affichant son intérêt, sa préférence pour un renforcement de la coopération économique entre le Cameroun et la Chine. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et au-delà de ces enjeux géostratégiques, il y a la pauvreté qui est loin de reculer dans le monde. Un rapport de la Banque mondiale qui révèle l'inefficacité des politiques publiques en Afrique subsaharienne. Et vous verrez comment le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter sur le continent africain, contrairement aux dragons d'Asie et aux pays émergents dans le reste du monde. Nous évoquerons aussi cette date très attendue du procès du l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vous le savez, la CPI avait annoncé qu'elle devait se prononcer en mi-janvier 2019. Quelle est la date précise et comment ce procès va-t-il se dérouler? Nous en parlerons ce soir. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans un instant dans le journal de Cédric Noufélé. Je vous retrouve tout de suite après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du début. Le plus beau voyage. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Charles Elisan, Albert Natola ici, Footing Zouzou et Jonathan Batingene. Jonathan, dites-moi, la crise, vous savez, lorsque le président fait une sortie, les oreilles sont tendues. On s'attend à ce qu'il place un mot sur la crise, ce qui se passe dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Vous êtes un peu déçu qu'il ait esquivé ce problème-là, aujourd'hui, dans son discours? Oui, à ce niveau, oui. Il faut dire sans langue de bois, c'est le problème le plus urgent au Cameroun. Surtout que le doyen du corps diplomatique a évoqué ça et tous les efforts. Il a apprécié le fait que le chef d'État ait libéré dernièrement 289 personnes et tout le comité, la commission multilinguisme, le comité qui est coordonné par le gouverneur, l'ex-gouverneur Fayengo Francis, mais le président dans son discours n'évoque pas ça. Oui, il y a comme une volonté de faire un discours de politique étrangère qui va simplement replacer la perspective du Cameroun dans sa vision d'expansion internationale ou bien dans son positionnement international. Il n'y a pas là des éléments réels d'une politique interne. Je comprends que c'est peut-être regrettable pour nous en tant que Camerounais, même si en tant qu'analyste, je devrais dire que ça peut se comprendre. Il s'agit du Cameroun qui se vend devant des partenaires étrangers. Il ne s'agit pas d'un discours d'évaluation de la politique nationale. Donc les problèmes internes peuvent être tus ou bien peuvent être camouflés au prétexte que nous comprenons les nouvelles dynamiques du monde contemporain et nous nous positionnons par rapport à ces nouvelles dynamiques dans une certaine perspective sur l'échiquier international. Donc à ce niveau, je les comprends comme ça, mais en tant que citoyen, je tiens à regretter que la question la plus urgente, qui est le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le problème que nous devons résoudre dans notre quotidien. Je tiens simplement à souligner, c'est un acte tout à fait anodin. Mais grâce à à l'occasion de cette crise, j'ai appris une chose, c'est que quand j'interagis avec un Camerounais qui est d'expression anglaise, je fournis des efforts désormais pour m'exprimer davantage en anglais,
Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience en fait de la montée de cette marginalisation, de ce sentiment de marginalisation là. Donc au départ, il y a un changement progressif que nous aussi, les populations, devons avoir. Mais que le président ait décidé de ne pas en parler, vraiment pour nous en tant que citoyens, c'est vraiment pas très très encourageant. On reste sur notre fin dans ce discours. Albert Anatola, ici, ça a changé quelque chose dans la résolution du problème? Est-ce qu'ils se sentent un peu plus marginalisés aujourd'hui, dans le fond, qu'on n'ait pas évoqué cette situation dans ce discours? Mais écoutez, le président de la République, dans ce contexte-là, s'adressait aux représentants diplomatiques. Mais ça peut être l'occasion de demander, de tendre la main pour la résolution de la crise. Non, écoutez, ces gens-là, il ne faut pas... nous ne mêlons pas les pédales. Permettez-moi de vous dire que le président de la République s'exprime devant le corps diplomatique, oui. Et le problème anglophone, il s'agit d'un problème camerounais qui concerne que les Camerounais. Et je pense que il s'est largement exprimé là-dessus. D'abord, le 6 novembre dernier, il s'était encore exprimé là-dessus le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation. Et je pense également qu'il a choisi de ne plus revenir là-dessus parce que, comme il l'indiquait, il s'agit avant tout d'une crise qui ne concerne que le Cameroun. C'est une affaire camerounaise. Et le fait qu'il se soit épanché, notamment ou particulièrement au niveau de la géopolitique, au niveau des relations bilatérales ou multilatérales, moi, ça me conforte dans mon argumentaire qui m'amène à comprendre que le Cameroun est en train, de mon point de vue, de gérer à sa manière cette crise, parce que je crois quand même que même si, pour l'instant, les initiatives qui ont été prises par le gouvernement ou par certaines personnes de bonne volonté n'ont pas encore donné les résultats escomptés, mais je crois quand même que le Cameroun, en tout cas le gouvernement camerounais, est toujours engagé dans la résolution de cette crise. Donc il ne faut pas, de mon point de vue, se mettre dans une sorte de tribunal diplomatique pour exposer les problèmes du Cameroun face à ces gens-là. Problème camerounais, il ne faut pas en parler aux étrangers, c'est ça? Selon Albert Anatola ici. Quand on amène sa poule au marché, on ne dit pas au potentiel client qu'elle a la grippe. On tente d'abord de vendre sa poule et la grippe, on voit après. Oui. Donc, le président de la République, le Cameroun, c'est une autre poule. Elle est grippée. Et les représentants diplomatiques. Ils ne savent pas que la poule a la grippe? On peut même savoir, mais déjà parler, c'est l'admettre. Oui. Donc on préfère. Vous avez suivi le discours du doyen d'âge? Du doyen du corps diplomatique? Oui, il a voulu peut-être revenir là-dessus, mais le président de la République essaie d'esquiver la question. D'ailleurs, que le Cameroun, jusqu'alors, a essayé de ne pas toujours se présenter au lieu du monde comme un pays qui traverse un conflit. Ce n'est pas seulement une affaire d'aujourd'hui devant les représentants du corps diplomatique. Depuis le début de cette crise, nous avons toujours essayé de dire qu'il s'agit d'une simple petite crise qui, en fait, ne met pas en mal le fonctionnement de notre pays et que nous pouvons d'une manière ou d'une crise, vous dites? Je dis que le Cameroun a toujours a toujours voulu faire comprendre aux autres nations, du moins aux nations amies qu'on a l'habitude d'appeler, que nous n'avons pas une véritable crise qui peut mettre en mal le fonctionnement de notre pays. Et comme je l'ai dit, s'il faut rester dans un cadre purement géostratégique, lorsqu'on amène sa poule au marché, on ne dit pas à ses potentiels clients qu'elle est grippée. On vend d'abord et la grippe, on voit après. C'est votre avis aussi, Charles Eddy, je suppose? De la poule qui est grippée? Oui, on ne doit pas dire celui qui vient acheter la poule que la poule a des petits soucis. Sauf que quand on va sur le marché international, le produit que vous vendez ne vous dépend plus seulement de vous. Il y a les canaux de vérification du produit qui ne dépendent pas que de vous. Oui. Donc le potentiel acheteur peut savoir si la poule est grippée ou pas. Quand la grippe aviaire commençait chez eux là-bas, on l'a su. Parce que le même poulet arrivait ici et il y avait aussi les contrôles phytosanitaires pour voir si le produit est bon, propice à la consommation ou pas. Ce que je voudrais dire, c'est que le président de la République
ne dévoile pas aux yeux du monde. À ce sens-là, il s'agit des étrangers, la politique de sécurité nationale. Encore une fois, ça rejoint le premier sujet que nous avons ici, où les gens veulent que le président dise ce qui les arrange. Non. Quand il faut s'adresser aux Camerounais, lors de son discours d'investiture, lors de ses vœux à la nation, le président s'est largement étalé sur le sujet. Aujourd'hui, il recevait les vœux de nouvel an du corps diplomatique. Il s'adresse donc à ce corps diplomatique. Il doit les rassurer du fait que les investissements propices, potentiels qui arrivent seront la bienvenue et trouveront un climat serein de sécurité pour que le délai de récupération de ces investissements soit court et que les gars rentrent dans leurs investissements. Voilà, le rôle d'un chef d'État, c'est un commerçant, comme a dit M. Foussi, qui est face à des acheteurs. Maintenant, en interne, moi j'ai aimé la première phrase du président. Il a dit, souvenez-vous, il y a un an, je vous parlais des problèmes de sécurité. Et je disais que ce n'est qu'ensemble qu'on peut les résoudre. Et il y a une phrase simple, où ils sont toujours en disant, les soubresauts dans la partie septentrionale du pays sont aujourd'hui sporadiques. Toute mon attention sera désormais focalisée sur le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il a tout dit. Il ne reviendra donc pas de dire devant les gens là que non, la gendarmerie fera ceci, les forces de défense feront cela. Maintenant, asseyons-nous et laissons dérouler le programme du président. Le plus important pour nous étant, comme l'a dit M. Jonathan Guéné, que nos frères et nos sœurs du nord et du sud-ouest vivent désormais comme nous ici à Douala. Ok. Jonathan Batenguéré, des malfrats qui sautent dans un hôpital, comment comprendre ça? Déjà, c'est un lieu où on peut aller se faire de l'argent? Non. Non. Bon. Comment comprendre ça, point de vue sociologique? C'est vrai qu'on va dire, on va comprendre comme ça, c'est de la délinquance d'abord. Mais cette délinquance, c'est, je ne sais pas trop ce qui motive des gens à entrer dans un hôpital. Même dans la délinquance, il y a une morale. Même dans les pays où il y a la mafia. Non. Monsieur Zah, là où il y a la mafia, il y a une certaine morale. Vous n'avez jamais entendu qu'en Italie ou bien dans le Bronx, on va braquer dans les hôpitaux. Ça se fait. Oui. Oh. Même en France. Yeah. On braque les hôpitaux. On parle des églises. Bon. Ça participe, sur le cas de l'hôpital. Ça participe de quelque chose que c'est quand même inédit. Ça fait rire. D'ailleurs, même que quand on regarde ça, pour ceux qui ont bu l'information, a priori, ils rient. Mais ils rient parce que c'est tellement inhabituel de voir que des gens se retrouvent dans des hôpitaux à aller commettre ce genre d'acte. En fait, ça relève. Je crois qu'ils ont pris la peine d'éviter les patients, les malades. Oui, s'ils sont entrés déjà, ils auraient vidé les comptes Orange Money. Du personnel soignant. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris l'argent des mamans qui attendaient pour faire soigner leurs enfants. Non, ils ont pris 700 000 dans les caisses, c'est ce que dit le reporter de l'hôpital. Je crois qu'ils ont épargné les malades. Ces gens-là, ça relève de l'inédit. Moi, j'ai du mal à avoir une lecture de ce phénomène. Selon le reportage, Xavier Foucault dit sont dirigés, leur cible, c'était le personnel soignant, pas les malades. S'ils ne voulaient pas aggraver les choses. Jonathan est gêné, Jonathan est très gêné. Aller voler dans un hôpital, même si c'est le personnel soignant, ça veut dire que le lien social est en déliquescence dans notre société. Les gens n'ont plus une conception de... Le médecin. Oui. Le médecin ne gagne pas déjà grand-chose. Justement. En termes de rémunération. Le médecin travaille dans des conditions précaires. Les hôpitaux eux-mêmes, qui sont devenus des mouroirs, on s'en plaint. C'est parce que les budgets de fonctionnement sont maigres. Maintenant, ces petites ressources-là, qu'ils réussissent à se faire, que des brigands soient encore venus pour voler ça, ça veut dire qu'on est dans une société où en fait, tout le monde est en train de perdre le sentiment social.
c'est vraiment grave. Parce que là, il y a vraiment un délitement du lien social. On ne comprend pas. C'est des actes carrément désespérés. Aller voler dans une église, aller voler, ça veut dire qu'un jour, à une veillée, on va se faire braquer. Mais on le fait. Justement, je voulais parler. Oui, d'abord, Albert Anatole. Oui, disons que dans le reportage, le reporter indique qu'il y a ici 3 individus et il y a un qui est cagoulé. Ça veut donc dire que c'est lui qui porte la cagoule, c'est celui qui connaît bien les lieux. Ou bien qu'on peut repérer facilement que le personnage. Ça veut dire qu'il est connu. Il est très bien connu parce que vous ne pouvez pas aller quelque part en cagoulé si vous ne pouvez pas être reconnu. Admettons même que ce soit, n'est-ce pas, ce n'est que le personnel médical ou infirmier soignant qui a été braqué. Mais écoutez, vous avez un effet psychologique qui va affecter ce personnel-là et le rendement sera perceptible au niveau du personnel, au niveau des patients. Des patients. Mais moi, je pense que c'est aussi, tout à l'heure, il a souligné, Jonathan, il s'agit franchement de la déliquescence morale de la société. Parce que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il y a un problème. Deuxième point, deuxième lecture, ça vient du reportage également, c'est-à-dire que les forces de sécurité sont arrivées. J'arrive, on y arrive. Oui, je dis que là, même si alors je pense que dans tous les cas, je veux dire qu'il n'y a pas. Comment comprendre? C'est-à-dire que ce qu'il y a à comprendre, c'est que nous sommes dans une société en pleine déliquescence morale. Il faut le dire. Ça veut dire qu'il faut déformater tout le monde. Il faut décompter tout le monde de certains vices. Ça, je ne sais pas. C'est pas compréhensible. Là, on est censé sauver les vies. C'est là où les gars vont implémenter la terreur. C'est inacceptable. Ok. Charlie, un acte. Vous dites que ça arrive très souvent. Non, peut-être je vais choquer certaines personnes, peut-être parce que j'habite un quartier bizarre. J'habite Newbel. Non, il faut que je dise les choses. Au cours d'une veillée, la deuxième. Oui, vers 2h, 3 du matin, vous avez 15, 20, 25 gars qui arrivent devant vous avec des couteaux, des goudins. Je dis en pleine veillée. Ils arrivent là, la fameuse génération miracle. C'est ces gars qui viennent, il y a le moment où ils font comme s'ils font du sport, ils investissent un domicile. En fait, c'est pour rejoindre un peu le sociologue. Parce que ce qui nous a fait rire, c'est parce que c'est le sociologue qui se posait, qui posait les mains sur la tête. Et quand le sociologue pose les mains sur la tête, nous, on comprend donc que même la thérapie qu'il faut administrer là, on n'y en a plus. Donc on regarde seulement. C'est très grave. Les gars volent même les cercueils lors des veillées. Les gars entrent. Avec le corps à l'intérieur. Ils volent, ils partent avec. Et même les linceuls. Les gars partent de. Comment on appelle, quand ils vont dans un cimetière, déterrés. Exhumés, voilà. Les gars le font. Les gars entrent maintenant à l'hôpital. Je peux dire que l'hôpital est même un lieu moins sacré que l'église où on vole, où on braque, que les lieux de culte et tout ça là. Dans les cimetières, c'est très grave. J'ai envie de dire que autant le fonctionnaire qui reçoit l'argent du contribuable, qui doit acheter l'insuline, bouffe l'argent là pour construire un immeuble, qui est autant meurtrier que le gars aussi qui vient avec l'arme pour braquer l'hôpital, il faut vraiment qu'on durcisse les choses à ce niveau-là. Vraiment qu'on durcisse les choses à ce niveau-là. On ne peut pas le comprendre, on ne peut que vivre cela, mais il faut vraiment qu'on durcisse. À une certaine époque, on avait quand même des voleurs qui avaient une certaine éthique. Il y avait, monsieur Fossé, le vol avait une certaine éthique. Avant, les gars disaient qu'ils partaient braquer chez les boss. Un peu comme les Robin des Bois. Les gars disaient qu'ils partaient braquer chez les boss et puis maintenant, même au sous-quartier là-bas. C'est grave. Même au sous-quartier là-bas, qui vend le maïs en route. Le gars à la Grèce, elle a combien? Quand le gars de la mairie a venu prendre 300 de l'OTVP, qui est même illégal, elle met d'abord, quand tu veux passer, elle a combien? Donc, je sais pas, peut-être c'est la prière qu'il faut, peut-être le sociologue va nous trouver les remèdes à ce problème, mais il faut vraiment durcir les choses. Il faut durcir les choses. Ok, continue. D'abord, ensuite, on va comprendre pourquoi c'est seulement au petit matin, tel que
On l'a suivi dans le reportage que les forces de l'ordre sont intervenues. En fait, je ne vais pas directement revenir sur les forces de l'ordre parce que c'est quand même important qu'on essaye de comprendre la situation. Moi, j'ai toujours l'habitude de répéter aux gens pendant mes conférences que le continent africain que nous voyons a connu près de 12 000 ans d'histoire sans prison. Ça dit que on a bâti des empires qui étaient des États structurés sur ce continent sans prison. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'y avait pas de vol dans la société. Nous avons grandi dans une société où il était impossible de se moquer d'un handicapé et d'un grand-père. Il était impossible de s'asseoir sur une chaise quand ton aîné est debout. Il était impossible d'uriner au lieu sacré, devant l'église, devant l'hôpital. Il était impossible de regarder le chef dans les yeux. Donc lorsqu'une société a stoppé la production des valeurs, cette société est appelée à la perdition. C'est où nous sommes actuellement. Quand une société n'a plus de sacré, c'est très dangereux parce que nous sommes dans une situation de banalisation. Et quand une société entre dans la banalisation, on commence à trouver n'importe quel acte comme banal. Donc on arrivera à un moment donné, comme dans certains pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, où on peut égorger quelqu'un en plein midi et que les gens disent on a égorgé un individu là-bas, on éclate et on passe. C'est très dangereux ce que nous sommes en train de vivre. C'est peut-être parce que les gens sont aujourd'hui dans une souffrance qui les empêche même de questionner profondément comment est-ce que notre société vivra demain. Parce que nous sommes là engagés sur la pente descendante de l'érosion des mœurs. D'où le problème revient au niveau de l'éthique. Et qui dit éthique ici, pour rejoindre le confrère Abbé Anatole, il faut reformater ou déformater les individus afin qu'ils puissent prendre conscience de leur humanité. Parce qu'aller braquer dans un hôpital traduit même le niveau de maladie mentale que cet individu a. C'est-à-dire qu'aller dans un... malades. Oui, non, mais c'est une maladie. C'est-à-dire c'est une maladie. C'est même une profonde maladie que d'aller braquer dans un hôpital. Mais le problème, comme je dis, est au niveau de l'arrêt de la production des valeurs. C'est-à-dire que les nations africaines, puisqu'il ne s'agit pas seulement du cas camerounais, moi j'ai vécu en RDC, moi j'ai vécu la même chose en Centrafrique, moi j'ai vécu au Gabon. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise que les gens braquent dans les hôpitaux, dans des églises. Mais les États africains doivent comprendre que la façon dont l'éducation est orientée aujourd'hui participe même de la destruction de la couche sociale. Et cette destruction-là va justement amener les individus demain. Vous voyez, on braque une maman qui vend les arachides, c'est-à-dire une maman de 80 ans qui vend les arachides de 25 francs pour survivre, et un individu se permet d'arracher les 500 francs après la vente et s'en va fumer une cigarette. Mais dites-moi si cet individu existe sur le plan mental. Pas le change, pas la cigarette. Le change. Ça veut dire que vouloir questionner l'aspect sécuritaire, pour moi, c'est tenter de résoudre les conséquences d'un problème qui se situe en amont et que chaque individu devrait commencer à se poser les questions. Où allons-nous exactement? Quand une société s'engage sur la banalité, il faut faire très attention quand les personnes qui constituent une société commencent à voir l'agression comme un acte banal. J'ai fait un accident dimanche. Je reviens là. J'ai fait un accident dimanche matin au niveau de Yassa. J'ai percuté quelqu'un avec mon véhicule, tandis qu'il était couché au sol. Les gens sont venus m'agresser en disant que je suis sous. Donc ils ont traversé sur la personne accidentée qui est en train de crever là-bas pour voir ma personne qu'on doit agresser. Parce que dans la foulée, on peut profiter de mon téléphone portable et de quelques pièces de jetons. Oui. Il a fallu que je me batte, que je porte la moto du monsieur, je vais déposer derrière, que je le remette dans mon véhicule pour le transporter à l'hôpital. Et à l'hôpital, je lui ai dit, il faut faire très attention parce que ta moto va rester volée. Ça veut dire quoi exactement, ces gens-là? Ça veut dire exactement que notre société est en train de disparaître. Et cette disparition-là va arriver lorsque nous n'allons pas comprendre comment l'éducation devrait être orientée. Et cette éducation africaine, je le dis et je profite encore de ce plateau pour le dire, si on a besoin d'une méthode éducative,
qui va construire les individus et structurer leur plan mental. Je pense qu'il y a des chercheurs qui ont fait le grand boulot et parmi lesquels je peux citer Simon Borbasson, qui a longuement travaillé sur cette question. Et que moi-même, j'ai travaillé dans mon livre Les écrits de la conscience où je disais aux gens que il ne sert à rien de mettre les individus dans une salle et de leur dire B, A, bas, de leur raconter l'histoire des Néo-Végiens et autres. Il faut les initier, leur transmettre des valeurs qui leur permettent de rester structurés, d'avoir une sensibilité. Il faut créer dans chaque société des sacrés. Quand vous, pour chuter, quand vous avez dans des nations occidentales, il y a des lieux sacrés qui ne sont pas forcément des troncs d'arbres comme chez nous. Il y a des monuments où les gens ils vont pour faire du recueillement. Ça permet que l'individu se nourrisse spirituellement et il a un ensemble de contraintes qui le poussent à savoir que dans la société, pour que les choses marchent, je dois donner ma participation. Donc nous sommes là engagés sur la pente de l'érosion des mœurs et c'est très dangereux. Voilà, c'est sur cette note donc on va boucler cette émission. Merci cher monsieur d'être venu pour votre expertise. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous madame, monsieur de nous avoir suivis une fois de plus. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Camcom.